Nickel. Tu m'entends bien, Romain? Ouais, super, tu m'entends aussi? Magnifique, très très bien. Bon, ben Super, au écoute, top. c'est top de pouvoir partager ce live avec toi. C'est vrai qu'on avait eu l'occasion d'échanger pas mal de fois dans le cadre plutôt de Mimo ou pour apprendre à se connaître. Mais c'est vrai que tu as beaucoup de convictions. On en a pas mal qui se croisent aussi. Et l'idée, ça Ouais, serait peut-être voilà, partager un petit peu sur ces sujets et puis aborder ce thème qui concerne, je pense, tout le monde, qui est la notion de RSE et même de manière plus globale, le côté, l'impact environnemental qui est la situation dans laquelle on évolue et les changements qu'on va devoir opérer pour que ce soit durable. Donc voilà, je sais que tu as beaucoup de convictions et d'avis sur ce sujet, donc c'était l'idée d'en parler. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter très rapidement? ouais, super. Bah déjà, merci à toi et puis à Mimo pour l'invitation. Ça me fait très plaisir de venir sur le live pour parler de RSE. Du coup, moi, c'est Romain. Je suis concepteur rédacteur éthique et je m'engage en fait à travailler avec des gens qui ont des convictions, des valeurs pour avoir un impact positif sur la planète. Ok, ça marche. Et donc, ton quotidien, vraiment, de manière peut-être un peu plus opérationnelle, qu'est-ce que tu proposes? Bah, je propose déjà des contenus pour informer les gens sur les bons gestes, sur comment avoir un impact positif sur la planète, que ça soit par leur action de tous les jours, que ce soit pour les particuliers ou même pour les entreprises. Que ce soit dans la gestion de leur énergie, leur gestion de leurs besoins au quotidien et puis des gestes en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait, comment on peut faire concrètement avec par exemple changer ses pratiques de tous les jours. Ok, les bonnes pratiques et l'intégrer dans une stratégie sur du long terme, quoi. Voilà, utiliser par exemple des outils numériques qui sont plus responsables ou même changer quasiment de fournisseur d'énergie. Ok, ouais, bah, ouais, complètement. Bon, entre autres sur ce sujet-là, par exemple. J'en profite. Bonjour à tout le monde. Je vois il y a plusieurs personnes qui nous rejoignent. Bonjour Steph. Première question. Déjà, on parle de RSE. C'est quoi la RSE? Bah, De déjà manière la RSE très. la Ouais, RSE c'est la responsabilité sociale des entreprises et moi je ouais. mettrais même RSEV parce que c'est responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Ce qui se passe, en fait, les RSE, ça fait suite aux objectifs qui ont été postés en 2015, en fait, des objectifs de développement durable. Et maintenant, on parle même de développement durable et social. Donc, ces objectifs, c'est 17 objectifs qui ont été mis en place pour réduire en fait l'impact énergétique sur la planète en 2030, au Ok. bout de 15 Donc ans. là, tu fais un rapport à la COP 21 ou c'est C'est ça exactement. Il y a un rapport qui a été fait où en fait les Nations Unies ont dit qu'il fallait mettre sur la table 2,5 trillions de dollars pour arriver à ce résultat-là en fait, d'avoir un rapport énergie nulle en fait. ok. Parce que, enfin, je sais pas, hein, mais je suis énormément les contenus de Jean-Marc Jancovici, qui est vraiment Ouais. un spécialiste sur le domaine, et il trace une courbe des premières, on va dire, des premiers rassemblements type, enfin, qui vont dans ce sens-là à l'échelle mondiale. Et depuis les années 70 ou 80, quoi, je crois. Et en fait, il y a eu toujours des belles paroles, mais des actes, il n'y en a eu aucun, en fait. Donc, est-ce que ce qui a été dit en 2015, c'est vraiment considéré? En tout cas, les chiffres montrent que pas du tout, quoi. Bah, après, ça dépend les chiffres. Par exemple, on peut prendre le chiffre important qui est de l'extrême pauvreté. Donc en 90, c'était quand même 36% de la population mondiale. C'est passé, c'était à 10% en 2015 et aujourd'hui, c'est en dessous des 8%. Ouais. Donc on a quelques impacts, mais après, bien sûr, on est très loin des objectifs qui sont de 2030 parce qu'aujourd'hui, la transition énergétique, elle n'a pas été, on est encore beaucoup dépendant des énergies fossiles. Et Mm. malheureusement, il y a très peu d'exemples qui font que de pays qui ont mis en place la transition écologique comme ça avait été demandé en 2015 par les Nations Unies. Mm. Tu as connaissance de pays peut-être qui sont un peu plus exemplaires sur lesquels, si on a envie de se pencher un peu plus dans leur pratique de manière opérationnelle, on peut aller voir de plus près? T'as quelques pays en Amérique latine qui ont mis ça, mais après, c'est des exemples qui sont à prendre avec une pincette parce que c'est lié à la typologie des pays. Il y a des pays qui sont beaucoup plus, qui ont mis en place des barrages hydrauliques, d'énergie solaire, de la biomasse, mais c'est grâce en fait à leur sol qui leur permettent de faire ça, d'avoir beaucoup de rivières, par exemple, donc beaucoup d'apports en eau qui leur permettent de mettre en place ces choses-là. Donc c'est pas des choses qui peuvent être montrées en exemple parce que eux ils l'ont fait, mais on pourrait pas le transposer par exemple à un pays comme la France ou l'Allemagne parce que la typologie du terrain elle est pas la même. Du coup on ne pourrait pas avoir la même chose. Donc il faudrait trouver d'autres choses. Par exemple, nous on pourrait pas utiliser autant l'hydraulique, on devrait utiliser plutôt l'énergie solaire par exemple ou même l'hydroélectricité parce qu'on n'a pas le truc, l'hydrogène plutôt, parce qu'on n'a pas vraiment les sols pour faire la même chose.
Ouais. Et je vois Charbin qui évoque la Norvège. Tu connais un petit peu le cas, ou peut-être Norvège ou pays scandinaves un peu plus largement? Pays scandinaves, je connais un petit peu, mais je suis pas spécialiste là-dedans. Et pays scandinaves, je t'avouerai, je sais pas, je vais pas dire de bêtises dessus, donc je vais m'abstenir de répondre sur sur la Norvège. Ouais. Bah, moi non plus, je sais juste qu'il y a des exemples du côté du Danemark où il y a pas mal d'initiatives dans ce sens-là. Enfin, après, c'est vrai que voilà, c'est des sujets où on a tendance à vite vouloir en parler sans vraiment savoir de manière très concrète ce qui se passe sur le terrain et c'est là qu'on dit beaucoup de conneries, je pense. Donc, mais je pense qu'en tout cas, en termes de culture, c'est peut-être des pays qui sont plus sensibles que nous sur ces sujets-là. Et je vois Gaël qui nous rejoint aussi, qui vit à Montréal. Au Canada, il y a un degré de sensibilité bien plus élevé pour y passer quelques jours. Enfin, on a encore beaucoup de chemin à faire en France et en Europe du Sud, on va dire, je pense, Ouais. sur ces. Bah, les pays scandinaves, ils sont beaucoup en avance parce qu'ils ont mis des politiques très tôt en fait en termes d'énergie renouvelable et qui sont vraiment suivis en fait par la population parce qu'on les suit là, ils ont vraiment créé un engagement. Si tu prends l'exemple du Canada, ils ont beaucoup de choses qu'ils font là-dessus, mais ils ont aussi des grosses problématiques. La plus grosse problématique, c'est les sables bitumineux en Alberta, qui est vraiment un gros désastre écologique avec Ouais. l'exploitation des sols. C'est vraiment terrible ce qui se passe là-bas. Pareil, c'est un des troisième pays producteur d'eau, mais c'est aussi le premier pays qui gaspille de l'eau. Donc voilà, ils ont des problématiques qui sont différentes, mais ils ont aussi des grosses problématiques, même si c'est un pays en termes de l'écologie qui fait beaucoup de choses, ils ont quand même des grosses problématiques. Ouais. Il y a leur dépendance d'un point de vue économique qui les oblige à avoir des comportements un petit peu étranges par rapport pourtant aux convictions, je pense, de la population qui, elle, veut être force de proposition pour prendre un autre virage, en tout cas, quoi. Et justement, il y a une question que tout le monde se pose et de plus en plus, et je pense qu'il va prendre encore de plus en plus de place, c'est est-ce qu'avec les nouvelles cartes du jeu, et puis en plus la crise actuelle va peut-être avoir juste un effet amplificateur, est-ce qu'on va pouvoir demain corréler business et durabilité? Mais la vraie durabilité, pas du greenwashing ou des choses comme ça, quoi. Bah, si on prend l'exemple de la France aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que justement, il y a eu le financement des écologiques qui n'a pas été pris en compte dans la relance économique par Mm. l'Assemblée nationale qui a été votée la semaine dernière. Ça, c'est un gros enjeu parce que vraiment, c'est vraiment dommage parce que l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de relancer l'économie sans prendre en compte cette côté environnemental et ni le côté social en fait, avec la qualité de travail des salariés. C'est vraiment des gros enjeux sur lesquels on a encore beaucoup de chemin à faire. Ben, et toi, enfin, je sais pas, hein, mais moi, quand j'entends ça, je me dis, mais et nous, on fait rien. Tu vois, on laisse ce genre de choses-là alors que ça devrait être inadmissible. Enfin, c'est inadmissible. Et nous, on fait rien. Tu vois, c'est quand même frustrant. Personnellement, à chaque fois que je regarde une conférence de Jean-Marc Jancovici, d'Emmanuel Barrault on va dire dans cette approche-là, à chaque fois j'en sors, je me dis mais et nous on est vraiment nuls, on ne fait rien du tout, quoi. Donc je me demande vraiment où est le problème en fait, quoi. Qu'est-ce qui Bah, nous le empêche de problème, c'est l'économie, justement. C'est que l'économie passe avant, en fait, le social et l'environnemental. T'as l'économie, on a un petit peu de social et après l'environnemental si on peut. Ok. Et c'est ça aujourd'hui le problème. Et donc du coup voilà, ça vient vraiment mettre le doigt sur cette question. C'est est-ce que au final le business, l'économie, la course au PIB, etc. Ça peut être corrélé avec une démarche, on va dire, écologique sensée en fait, et en lien avec les attentes. Bah oui, parce que comme je t'avais dit, j'avais parlé tout à l'heure, en fait, des 2,5 trillions de dollars qui sont demandés pour passer au développement durable. Mais sur les Nations Unies, c'est 2,5 millions de dollars. Ils pourraient créer, en fait, 12 000 trillions de dollars d'emplois et de revenus, en fait. Si on mettait en place que je dis parce que ça ferait beaucoup de nouveaux métiers, en fait, et donc relancerait une économie. Ouais, mais au détriment de quoi? Au détriment. Je parle si on mettait en place le développement durable. Oui, voilà. Mais Si c'était ce que je veux dire, c'est qu'il y aurait forcément des gagnants, mais des perdants. Et peut-être que les perdants dans ce scénario-là, c'est peut-être à aujourd'hui ceux qui ont encore les manettes du jeu, quoi. exactement, c'est ça, c'est tout le souci et tous les enjeux du développement durable, c'est qu'aujourd'hui, bah, ceux qui sont gagnants, bah, ce seront les perdants de demain. Sauf s'ils s'adaptent. Il y en a certains qui commencent à faire, pour les entreprises automobiles, ils font quand même beaucoup pour l'énergie électrique.
Même si l'électricité, c'est encore un sujet de débat parce qu'on n'est pas capable avec les batteries de les recycler correctement. Hmm. Mais c'est quand même beaucoup moins polluant qu'une voiture Ouais. thermique. Et après, il y a, enfin, personnellement, de mes toutes petites connaissances que j'ai sur ce sujet, le gros problème aussi au niveau de l'électrique, c'est la batterie qui fait, on va dire, 50% du coût de revient d'un produit électrique, une voiture ou autre. Et c'est la notion des terres rares qui a aujourd'hui Ouais, est enfin, dans les mains des Chinois. Et, enfin voilà, s'il y a tout un sujet géopolitique derrière, je pense pas qu'on va peut-être pas plonger là-dessus aujourd'hui. ah, c'est Mais un vaste débat, oui, les terres rares, parce que les Chinois sont quasiment qui ont toutes les terres rares au monde. ben, Donc, sur le terrain africain. Mais enfin, après, c'est encore une fois, là, il y a vraiment un gros sujet. On pourra même en faire un live juste là-dessus. Mais en tout cas, voilà, personnellement, je sais pas ce que les gens en pensent, mais avec en tout cas ton avis et ces éléments de réponse, tout laisse à penser qu'à aujourd'hui, à court terme, on est incapable de mettre de la durabilité dans nos actions, quoi. Parce que l'économie, c'est le PIB, et le PIB, c'est la croissance à court terme, parce qu'il faut faire mieux que le chiffre d'affaires de l'année dernière au mois similaire. Donc, du coup, c'est impossible, en fait. bah, c'est ça le problème, c'est que les acteurs, en fait, ça nécessite de gros investissements et de gros changements de mentalité. Donc moi, je pense que ça partira en fait des populations qui pousseront en fait les gouvernements et les politiques en fait à mettre en place des actions concrètes. Parce que sans ça, je pense que ça serait compliqué parce qu'il faut amener de l'argent sur la table et il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font. Ça s'est fait, les seuls endroits où ça s'est fait, c'est parce que ça a été des politiques gouvernementales. Les pays, les dirigeants ont décidé, ok, on fait une transition écologique, du coup, on met en place des énergies. Quelques pays en Amérique du Sud qui l'ont fait, quelques pays en Asie qui ont commencé à le faire. Et en Europe, ça tarde encore beaucoup, sauf les pays nordiques qui sont en avance là-dessus. Ok. Mais, encore une fois, ça c'est qu'une conviction personnelle, mais plutôt qu'à aujourd'hui en France et en Europe être à la course au profit et on va dire au PIB, et au final dans ce schéma-là, on sait très bien qu'on sera toujours les petits chiens des Américains et on va toujours subir en fait ce qui se passe, la mondialisation. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas justement, on se dit, bon, on se prend 5-10 ans où ça va être dur, mais par contre, on devient vraiment le leader sur le monde tel que tout le monde le veut, en fait, quoi, vraiment avec un monde plus durable, plus respectueux de l'environnement. Et peut-être que ça pourrait vraiment avoir un effet qu'on sous-estime par rapport à l'impact et on pourrait avoir vraiment le leadership d'un point de vue mondial sur ces sujets-là, quoi. Bah, le problème, c'est toujours la vision. La vision, elle est assez court-termiste, en fait. Les gens, ils veulent des gains à court terme au lieu d'avoir une vision long terme sur des gains à long terme. Parce que si tu as une vision long terme qui est nécessaire pour le développement durable, bah, ça veut dire que sur le court terme, tu vas perdre de l'argent. Et du coup, les gens aussi, ceux qui ont l'argent aujourd'hui, ils n'ont pas envie d'investir là-dedans, sauf ils savent qu'ils ont un retour sur investissement assez rapide. Et Voilà. c'est ça qui pêche aujourd'hui, qui bloque en fait la transition écologique, mettre en place parce que les gens sont obligés d'avancer beaucoup d'argent sur la table parce qu'il faut changer toutes les infrastructures des entreprises, que ça passe par leur approvisionnement en énergie, que par la gestion de leurs locaux, que ça passe par les équipements qu'ils utilisent. Donc c'est beaucoup d'argent à mettre sur la table et il y en a très peu qui sont prêts à le faire parce que c'est des risques qui sont assez énormes et du coup bah, ils préfèrent laisser couler tant qu'il n'y aura pas d'obligation gouvernementale de le faire, bah ils vont pas le faire. Enfin, je Ben ouais, pense, et c'est vraiment dommage, quoi. ouais, C'est je pour suis en. ça que je te disais, je pense que ça viendra des politiques, parce que tant qu'il n'y aura pas d'obligation de loi, de dire on fait comme ça, les gens vont pas le faire parce que ça va leur coûter de l'argent. Et si ça coûte de l'argent, on fait pas. Mais après, enfin, comme le dit très bien Steph, le problème, je pense, c'est que même si, imaginons, il y a un sursaut d'orgueil de la population qui commence à être vraiment très radical dans ses propos et qu'on va vraiment au niveau de nos gouvernants, de nos dirigeants, ben eux-mêmes en fait ont aucune n'ont aucune capacité d'action parce que eux-mêmes rendent des comptes à des échelles encore plus hautes et que nous on pourra jamais avec qui on pourra jamais communiquer quoi. Donc le problème il est peut-être là aussi. Si on prend l'exemple de l'Europe, le problème, bah, c'est toujours l'Union européenne, c'est des directives européennes qui doivent être mises en place. Donc, pareil, si on prend le problème à l'envers, c'est que quelles élections sont importantes, ces élections européennes, il faut dire les députés européens, parce que c'est eux qui ont un gros poids de vote, même si c'est la Commission, on va pas rentrer en détail, c'est la Commission qui a beaucoup plus de poids que le Parlement, mais le Parlement européen a quand même beaucoup de poids et c'est là que ça passerait conscience européenne pour que tout le monde tire dans le même sens. Et Et pas enfin, chacun fasse son petit truc dans son coin, chaque pays fait son truc dans son coin, parce que à partir de là, on va pas s'en sortir parce qu'on est quand même dans un monde très interdépendant. Donc s'il y en a un qui a qui a besoin de quelque chose, les autres en ont aussi besoin parce qu'ils vont voir acheter, vendre. ouais, ben, c'est ça, et puis ben, croisé avec ce que Nico dit, c'est aujourd'hui justement déjà à l'échelle du Parlement européen et de la Commission, c'est les lobbies qui mènent la danse, quoi, en gros, quoi.
les lobbies de chez Total, qui justement font de façon à ce que surtout rien ne bouge, quoi, en fait, quoi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ont été offensifs pendant une cinquantaine d'années, mais maintenant, toutes leurs actions, elles sont sur ne changer strictement rien, quoi. Donc, enfin, moi, personnellement, je suis un optimiste de base, mais j'ai tendance à être pessimiste sur ce sujet-là pour ces raisons-là, quoi. Donc, en tout cas, je ne sais pas si tu vois des lueurs d'espoir, mais Moi, à la question, est-ce qu'on peut concilier business qui régule tout aujourd'hui et, on va dire, durabilité des actions? À aujourd'hui, je vois pas vraiment quelles sont les possibilités, quoi. moi, je les vois en fait qui passent par les startups. Tu as énormément de startups qui se lancent dans ces choses pour proposer des alternatives et certaines alternatives qui montent très très fort et qui proposent beaucoup de solutions dans ce sens-là. Je pense que les actions, justement, vu que les gouvernements, ça met du temps, la politique, ça met du temps, faut passer par ces actions-là. Il y en a plein qui se lancent. On peut lancer Too Good To Go ou Lilo pour les plus connus. Mais il y en a beaucoup qui sont bien moins connus, mais qui lancent et qui ont des effets dans leurs pays respectifs qui sont très importants parce que les populations ont envie. Je pense que la volonté des populations, elle est présente. Maintenant, il faut leur donner des solutions, de l'information pour leur montrer comment faire. C'est surtout ça le plus important. Ok. Donc, vraiment, ça viendra pas du haut, ça viendra du bas, quoi. C'est Bah, je pense que les deux sont, faut mettre les deux en place. Il faut vraiment qu'il y ait une volonté des populations pour pousser là-dessus, mais en même temps, il faut qu'il y ait des gens qui prennent des risques. Et les gens qui prennent des risques, bah, malheureusement, c'est pas les grosses entreprises, même si c'est ce qu'on aimerait bien. Bah, c'est les petites entreprises, les petites startups qui prennent les risques pour les autres et qui, si les gens sont suivis, les gens investissent dedans, ils achètent leurs produits, et ben ça va faire changer les mentalités, ça va pousser les gros, ils vont voir, ah bah il y a quelqu'un qui me concurrence, qui propose un autre produit, que les gens ils suivent, ils adhèrent, bah ils vont s'adapter parce que pareil, ils ont envie de s'adapter, ils ont pas envie de mourir. Ouais, ok. Non, mais je vois très très bien. Bah, après, encore une fois, le but c'est pas de faire de la com, mais c'est vraiment le moteur qu'on a chez Mimo et de proposer cette plateforme-là. C'est de dire aujourd'hui utiliser la puissance d'un format comme la vidéo, mais plutôt que ce soit pour TikTok pour voir des gens qui dansent, ben, venons confronter nos convictions, nos idées, venons sonder un peu les gens qui ont des convictions un peu dans ce sens-là pour essayer de faire avancer les choses de manière durable et notamment répondre à ces questions-là. Donc Ouais. les startups dans ce milieu-là, etc., quoi. Et essayer, nous, on va dire la plèbe, ceux du bas, eh ben de s'unir pour essayer de faire quelque chose de manière collective et puissante, quoi, en fait, quoi, au final. Ouais, ben je vois en fait les messages de Nicolas, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que vraiment il y a les gens qui essaient de lancer de nouvelles choses qui sont différentes, ils subissent de grosses pressions. Tu parlais des menaces de Nicolas Hulot, mais il y en a bien d'autres. Mm. Les financements qui arrivent pas, les gens on menace les gens qui veulent financer ces personnes-là. C'est vraiment un gros souci parce que comme tu dis, quand t'as un gâteau, bah les gens ont pas envie de lâcher leur part de gâteau. Et ça, c'est un énorme problème. Après, il y en a certains qui jouent le jeu. Moi, j'en vois beaucoup dans l'automobile qui commencent à jouer le jeu, qui prennent exemple parce qu'ils ont vu Tesla. Ils ont vu Tesla qui avait un énorme succès. Ils se sont dit, on va faire un petit peu comme eux, on va changer leur mode de vie, leur mode de fonctionnement et la proposition pour avoir moins de voitures thermiques et plus de voitures électriques. Même si, comme dit, la technologie, elle avance bien quand même sur le recyclage des batteries. Donc, c'est quand même quelque chose à terme, qui devrait fonctionner Ouais, avant d'avoir des voitures hydrogènes ou des voitures solaires. ouais, je suis entièrement d'accord. Je trouve qu'il y a des sujets comme ça, par contre, qui sont, on va dire, intéressants et on va trouver les solutions. Ouais, On est en mesure d'envoyer des hommes maintenant quasiment sur Mars. On est peut-être en mesure d'au moins recycler une batterie et puis de faire de façon à ce qu'on la réutilise, quoi. Dans l'idée, c'est un peu ça, quoi. exactement. Ouais. Comme je dis, moi, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Il faut juste qu'il y ait des gens qui se mettent devant et qui mettent en avant les solutions, qui disent vas-y, on fait comme ça et qui le fassent. Il faut des gens qui se disent bon, ok, il faut des financements, il faut des choses, il faut des gens qui lèvent des fonds, des gens qui arrivent à convaincre les personnes de le faire. C'est pour ça qu'il faut diffuser l'information, comme disait Steph, diffuser l'information au maximum. Et il y aura des gens qui vont le faire, il y en a qui vont de plus en plus toucher. Il y a des investissements qui se font. Là, on voit bien le période où on est actuellement. Les gens ont été touchés par ce qui se passe et puis ils ont investi dedans pour essayer de résoudre la crise. L'environnement, c'est pareil, c'est une cause qui est encore plus grande que ce qu'on touche, que ce qu'on vit actuellement. C'est quand même bien plus grave parce que c'est quand même la crise qu'on vit actuellement, elle vient des causes environnementales, avec déforestation et ce genre de choses, avec déplacement des populations animales qui vont se mêler aux populations. Donc c'est vraiment une grosse cause et ça touche les RSE parce que les RSE c'est quand même respecter aussi bien l'environnement que le social. Donc il y a vraiment des grosses problématiques là-dessus et que malheureusement on n'a pas encore trouvé les moyens de les résoudre. Les pays y arrivent mieux que le nôtre, mais c'est encore pas gagné. Ben, c'est
Justement, ce que tu dis, ça me fait penser à une conversation qu'on avait avec un groupe de potes quand on était à l'apéro la semaine dernière. Et justement, on se disait au final, on se disait que la seule solution, c'était en fait que sur du long terme. Et en fait, c'était de commencer par faire des petites actions qui allaient faire en fait leur bout de chemin et avoir un effet boule de neige. Par exemple, tu es dans la rue ou en randonnée, eh bien, tu vois un déchet par terre, tu le ramasses avec un plastique et tu le mets à la poubelle. Et ça, ben, il y a peut-être un enfant et un couple qui vont devoir le faire et ils vont se dire, bah, tiens, la prochaine fois, peut-être que je vais pas le jeter dans la rue, tu vois. C'est triste, on est en 2020, on est encore sur des sujets comme ça, mais tu vois, ça va peut-être venir comme ça. Et puis peut-être aider une femme, le côté peut-être social qu'environnemental, aider une femme âgée qui a du mal à traverser le passage piéton, ben, lui donner un coup de main. Et des gens vont le voir aussi. Et vont se dire, bah, tiens, moi aussi, j'aurais pu le faire, ça, par exemple, quoi. Et je me dis que peut-être en commençant à semer ça, eh ben, peut-être qu'il y aura des impacts plus globaux, enfin, à une échelle plus globale, à court, moyen et long terme, quoi. Moi, je suis totalement d'accord. C'est le mimétisme. On appelle le mimétisme des actions, c'est très important. Les gens vont reproduire ce que tu fais et il faut leur montrer parce que, comme on dit, les gens sont pas informés, ils ne savent pas. Et ça, dès que tu croises quelqu'un dans la rue, il faut lui expliquer, il faut lui dire ça. Tu prends le temps, posément, calmement, tu lui expliques comment faire, qu'est-ce que ça fait et surtout lui dire qu'est-ce que ça lui apporterait, quel positif, quel bénéfice ils vont en retirer, pourquoi ils devraient faire comme ça et pas comme ça. C'est ça qui est plus important. Et comme disait Stéphane, l'éducation, c'est primordial. C'est ce qui change tout, en fait. C'est les gens aujourd'hui, on va pas dire qu'ils sont pas éduqués, mais ils ont pas la bonne éducation pour comprendre les bons comportements adoptés, comment ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'il y a la télévision, la plupart des gens regardent la télévision, les principales chaînes d'information vont pas te diffuser ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc faut aller chercher. Aujourd'hui, tu es obligé d'aller chercher les solutions par toi-même. Et c'est compliqué. Et les gens qui veulent prendre la parole sur ces sujets-là, on leur donne pas forcément l'écoute qu'il faudrait. Et après, on les tourne en dérision, on leur dit non, c'est pas ça, fais plutôt comme ça, c'est pas ci, pas ça. Et après, on met des bâtons dans les roues. Tous ceux qui ont essayé ont des problèmes, mais il y en a qui arrivent. Mais c'est vraiment quelque chose qui est hyper compliqué et malheureusement, ça en décourage plus d'un. Ouais, je suis d'accord, mais je pense que justement, il faut pas, il faut persévérer dans ce sens-là, quoi. L'éducation, comme le dit Steph, comme tu l'as relevé, c'est sûr, ça part de là. Pour si on parle justement de long terme, bah, c'est sur eux qu'il faut miser. Et justement, ça m'amène à la dernière question, c'est la nouvelle génération dans tout ça, en fait. Dans ce monde-là, on va dire, où en gros, on a vendu à nos parents, travaille du lundi au vendredi, profite le week-end, et puis tu auras tes RTT, tes congés, tes vacances, et puis en gros, l'environnement dans lequel on est, t'inquiète, c'est pas un problème, quoi. Achète une maison, achète des voitures, etc. Et ben la nouvelle génération qui grandit avec, par contre, les problématiques qu'on évoque et qui en a conscience, qu'est-ce que ça va changer en fait? Qu'est-ce que ça amène comme changement à l'échelle d'un point de vue structurel? La nouvelle génération, ce que ça amène, c'est que c'est eux qui vont porter le monde de demain, donc ils ont besoin d'être informés, comme on le rappelle, et éduqués comme il faut. Et voilà, c'est ça les problématiques aujourd'hui. C'est la nouvelle génération. Il faut lui montrer la voie, il faut lui expliquer comment faire, il faut l'éduquer, faut l'informer, parce que c'est elle qui va amener le projet. Parce qu'aujourd'hui, le monde, c'est eux qui vont le construire, parce que c'est eux qui vont vivre. Bon, en tout cas, tu m'entends bien, tu me vois bien? Ouais, super, super, pareil. Bon, nickel. Bon, du coup, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, non, je disais, ouais, dans la nouvelle génération, elle a besoin de leaders, en fait, de personnes qui vont lui montrer l'exemple pour justement prendre la relève. Parce que, comme on dit, le plus important dans la vie, c'est d'avoir des coachs et des mentors. Parce que sinon, tu sais pas quoi faire. Et la génération, bah, qu'il faut lui montrer, il faut lui expliquer comment faire, il faut qu'elle soit encadrée. Parce que c'est justement elle qui va vivre ce moment-là, c'est elle qui va être impactée, c'est elle qui va vivre, en fait, les changements, c'est elle qui va être vraiment, qui va avoir le plus gros des changements. Hmm. Et du coup, je pense que vraiment, c'est qu'elle ait un guide, qu'elle ait des gens qui lui montrent la voie, qui lui montrent comment faire, qui soient là pour l'informer, pour lui dire fais comme ci, pas comme ça, voilà comment ça va t'apporter, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie, qu'est-ce que ça va changer dans la vie des autres. Et je pense que c'est surtout ça, dans d'information et de méthode et d'encadrement. Ok, ça roule. Et justement, tu penses que déjà, peut-être d'un point de vue lieu de travail, qui est peut-être un des seuls lieux où on va dire de manière forcée, il y a une confrontation, un lieu de rencontre où il y a la nouvelle génération qui doit travailler et interagir au quotidien avec ceux qui sont plutôt de l'ancienne génération, qui sont peut-être moins sensibles à ces sujets-là, qui n'ont pas été sensibilisés à ça. Pour toi, ça peut créer quoi comme type de confrontation, entre guillemets? Bah, si, ça peut créer une sorte d'émulation. Moi, je pars du principe qu'on s'enrichit au contact des autres et que justement, c'est en confrontant nos points de vue qu'on améliore et qu'on trouve le meilleur point de vue possible.
C'est vraiment par la conciliation qu'on arrive à avoir le meilleur résultat. Et je pense que c'est ça qu'elle peut apporter. Elle peut amener bah, toute la vigueur de la jeunesse, les nouvelles idées et ce genre de choses. Après, le mode du travail en France est encore très un gros frein en fait à la jeunesse. On voit un petit peu ça comme de l'inexpérience, alors qu'au contraire, dans d'autres pays, on est vraiment très très à l'écoute de ce genre de choses. Et je pense que c'est ça qu'il faut changer comme mentalité, écouter les jeunes, leur confier les choses, les écouter, faire comme pas leur laisser les rênes, mais en même temps écouter leur avis, le prendre en compte et faire avec. Parce que c'est eux justement qui bah, c'est le monde il va être construit pour eux et par eux. Ouais, donc oui, complètement. Et si tu avais peut-être un conseil ou deux, vu que ça fait aussi partie de ton quotidien, sur voilà, je suis une entreprise, à aujourd'hui, j'ai envie de profiter de la sortie du Covid pour revoir un peu mes actions et être plus durable dans ce que je fais. Quelles seraient les premières choses à mettre en place qui seraient simples, sans forcément avoir un budget énorme et qui seraient simples encore une fois, à mettre en place? Ouais. Parce que quand on parle de budget, c'est toujours compliqué, mais la chose la plus importante, c'est le parc informatique. On a tous les ordinateurs. Le parc informatique et le choix de son fournisseur d'énergie et faire une solution pour regarder en fait la consommation énergétique de ces bâtiments. C'est quelque chose qui est quand même la grosse part de pollution en fait des entreprises, construction de leurs bâtiments, l'acheminement en fait de leurs matériaux aussi, comment est-ce qu'ils fabriquent les kilomètres que font tous les matériaux qu'ils commandent, s'ils font de la vente physique. Et le parc informatique, les outils numériques qu'ils utilisent aussi, quels outils numériques, à quelles entreprises ils font confiance, quels sont leurs partenaires, est-ce qu'ils sont aussi éthiques. Et ça, rien que ça, changer tes partenaires, ça peut avoir un impact énorme, quoi. Parce que justement, tu vas à la fois donner du travail à des gens qui respectent l'environnement et à la fois, en fait, réduire ta facture carbone à toi et du coup, pour participer au financement développement durable. Ok, ça marche. Et j'en profite juste pour rebondir sur ce que dit Steph. Je suis entièrement d'accord dans le sens où je veux pas faire le discours du féministe, etc. Parce que ça a d'ailleurs le don un petit peu de m'agacer. Le sujet, il est pas là. C'est juste que ça a été prouvé d'un point de vue neurologique, les femmes ont une tendance à avoir dans leur prise de décision beaucoup plus de notions de capacité à mettre de la durabilité dans leurs décisions, alors que l'homme a plus tendance à être drivé par son ego ou on va dire un désir plus à court terme, quoi. Et du coup, je pense que si on avait plus de femmes à la tête des entreprises et des entreprises qui comptent, eh ben peut-être qu'on aurait plus de pertinence dans nos choix et décisions et ça s'améliorerait peut-être plus rapidement, on va dire, quoi. Ah, ça, c'est fort possible. Après, moi, je fais pas trop de différence, mais après, c'est vrai que c'est pas prouvé, mais c'est quelque chose qui revient souvent, que les femmes ont plus tendance à être sensibles à ces sujets-là, et ils sont plus dans les visions long-termistes que les hommes. Mais après, c'est pareil, c'est comme des biais cognitifs on peut pas trop s'attarder dessus parce que l'inverse est aussi vrai pour certaines. Donc, Oui, non, mais là, c'est vraiment, on va dire, en globalité, en clairement. globalité, ouais, en globalité, c'est vrai que dans des faits généraux, on peut dire que les femmes sont plus après, les faits le prouvent aussi en ce moment, et les pays qui ont le mieux géré la crise sont les pays qui ont été gérés par des femmes. Donc ça, c'est Voilà. c'est quand même un fait avéré. Voilà. Au moins, si on constate la réalité, pour le coup, là, ça donne quand même raison à ce genre de point de vue, quoi. Ok, mais ok, top. Et pour finir, imaginons si on se projette là dans, allez, 15 ans. 15 ans, on est en 2035. Pour toi, justement, on sera peut-être plus dans quel environnement? Peut-être ne serait-ce que les lieux de vie et comment on vivra et on travaillera sur ces lieux de vie. Bah, ce qui serait bien, c'est que là, on a eu l'exemple du télétravail on était forcé de mettre en place. C'est quelque chose qui devrait se généraliser à mon sens parce que les déplacements en fait, les déplacements du lieu de vie au lieu de travail sont quand même un grand vecteur de pollution, que ce soit par les voitures, que ce soit par la consommation qu'on a, enfin pour pas mal d'éléments. Et aussi passer à la transition surtout sur les outils numériques qu'on utilise. On parle beaucoup des vidéos, ça, c'est quand même une grosse part de pollution, internet. Donc avoir des data centers qui sont plus responsables, qui se fournissent en énergie durable, et nos fournisseurs d'énergie qui passent à une énergie vraiment verte et pas juste une petite peinture sur la centrale nucléaire. Ouais. Mais après, ça, c'est important de le noter parce qu'on s'est renseigné là-dessus justement quand on étudiait plutôt pour mettre en place MIMO. Il y a d'énormes avancées sur ces sujets-là. Ouais. La
consommation d'une vidéo depuis 2 ans, je crois qu'elle a été divisée par 4 ou un truc comme ça. Enfin, il y a, là pour le coup, il y a vraiment des avancées dans ce sens-là et c'est rassurant, quoi. Ouais, mais Et, après, Internet, c'est toujours 40 centrales nucléaires et ça augmente de 9% par an la consommation. Donc c'est ça le problème, c'est qu'il y a des grosses entreprises qui sont encore leaders du marché, pour pas les citer, qui se fournissent en énergie fossile et qui aujourd'hui qui font d'énormes bénéfices parce que grâce au confinement. oui, d'accord. Mais après, il faut justement tout mesurer. Qu'est-ce qui est le plus dramatique? C'est d'avoir une consommation qui augmente peut-être sur ce point de vue-là parce que tout le monde travaille à distance et sur Internet. Mais en attendant, ces gens-là ne prennent plus leur Mm. voiture seuls le Ouais. matin pour se déplacer, pour faire 40 km, etc., pour aller polluer les centres-villes, etc. Donc je pense que avec la balance, on s'y retrouvera peut-être plus dans un schéma où on est plus un peu dispatché de manière plus égalitaire sur le territoire avec plus de pour que la nature puisse reprendre ses droits, etc. Ouais, et puis comme je disais, la consommation internet, c'est pas le problème, hein, c'est le problème, c'est comment les data centers et les fournisseurs d'énergie et d'internet se fournissent eux en énergie et comment ils sont alimentés. Donc on peut consommer énormément internet si les data centers sont verts. Donc ça crée moins de problèmes. Si toi-même tu te fournis en énergie verte chez toi, bah, ça crée aucun souci. Tu peux augmenter la consommation internet sans qu'il y ait un impact énorme. Justement, tu auras un impact positif. Parce que du coup, tu pourras relayer ton énergie, récupérer ton eau, faire l'énergie solaire chez toi, te fournir cette énergie verte. Tu pourras consommer 2 fois plus de vidéos, il n'y a aucun souci. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, eh bien, écoute, ça roule. Je sais pas si toi, il y avait peut-être un autre sujet que tu voulais aborder ou un autre point qui te tenait à cœur. Oh, moi, j'en ai toujours des points intéressants à. Donc, En tout je cas, sais. quelque chose à partager. Ah bah moi, ce que je partage, c'est vraiment de s'informer vraiment sur les médias, sur les bonnes méthodes, les bons gestes, comment s'organiser pour être plus respectueux de l'environnement et engager la transition écologique, et puis surtout en parler autour de soi. Ok. Ben justement, bon, on va peut-être finir là-dessus. Comme je le disais tout à l'heure, moi, c'est des sujets qui m'intéressent et je suis énormément, enfin, je recommande vraiment d'aller voir les conférences de Jean-Marc Jancovici et Emmanuel Barraud. Toi, est-ce que tu as peut-être des personnes ou des sites ou des chaînes sur les réseaux ou autre chose à suivre qui peuvent être pertinents dans l'information? Ouais, il y en a quelques-uns que j'aime beaucoup. Après, c'est surtout des que j'aime bien, c'est des logiciels. Par exemple, Lilo. Lilo, j'aime beaucoup pour la navigation internet à la place de Google, parce qu'on parle tout le temps de Google. Google, c'est 95% du trafic. Lilo, c'est vraiment bien parce que du coup, ça permet, quand tu fais tes recherches sur internet, ça permet de financer les projets que tu veux. Moi, par exemple, je finance un projet qui me tient à cœur, c'est les abeilles. Parce que les abeilles, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vraiment très important, parce que si elles disparaissent, elles sont menacées de disparition, bah, c'est l'espèce humaine qui serait menacée de disparition derrière. Parce Ouais, qu'elles ça. sont vitaux pour la pollinisation. Et on voit aujourd'hui, par exemple, en Chine, en fait, elles ont quasiment disparu. Ils sont obligés d'avoir des personnes qui vont polliniser eux-mêmes, en fait, la faune et la flore, parce qu'il n'y a plus assez d'abeilles pour polliniser. Et c'est un énorme problème en Chine, qu'on n'entend pas beaucoup parler, mais c'est hyper important, quoi. Ouais, complètement. Ok, donc Lilo, c'est ça? Lilo, ouais, puis moi, l'association que je supporte, c'est un toit pour les abeilles. En plus, ça permet d'avoir du miel chez soi. Donc, c'est toujours intéressant. Ouais, complètement. Ok, ça roule. Eh bien, écoute, je te remercie pour cet échange. J'espère que ça aura apporté de la valeur ajoutée aux personnes qui l'auront suivi. J'espère Euh, aussi. je te dis à très vite et puis Ben, bonne continuation et puis surtout, mais encore une fois, merci dans ce cas. Merci Steph pour le lien, nickel. ouais, Bonne continuation dans ce que tu fais. Et puis ben, merci pour ce que tu entreprends. Je trouve que c'est top et j'espère que ça donnera des idées à d'autres personnes. ouais, j'espère aussi. Et puis, j'espère que tout le monde se porte bien et tout le monde tire dans le même sens. Ouais, ben, à nous de faire ce qu'il faut pour, en tout Voilà. cas. Et puis, merci à Mimo et pour avoir invité, et bonne continuation. Et puis, on se revoit sur Mimo de toute façon. Ben, à très très vite sur Mimo. Merci à toi. Merci à toi. Salut. Salut.